Hop, on y va, regarde cette tête de con. Et je parle de moi. Hein. Je parle de moi, mes pirates. Hein. Regarde cette grosse tête de con. T'es d'accord avec moi? Bon, ça c'est ma rencontre, ce qui s'est pas fait dans des chiottes, autant pour moi, autant pour lui d'ailleurs, avec André Berthaud. André Berthaud. Et j'avais envie de qu'on se replonge à travers lui, dans sa carrière bien sûr, mais au-delà de sa carrière, dans une époque et finalement dans une génération. Une génération de boxeurs qui, je pense, ne resteront pas dans l'histoire. Vous me faites rire à pirate. Qui ne resteront pas dans l'histoire, dans la grande histoire de la boxe. Malgré des combats absolument ahurissants. Absolument dingues. Absolument dingues. D'ailleurs, des combats officiellement Ring Magazine Fight of the Year. Il y a ça quand même. Il y a ça dans la carrière. Et je me répète, c'est pas rien d'avoir. C'est peut-être mieux qu'une ceinture. Pour rester dans l'histoire, pour laisser son nom dans l'histoire, ne vaut-il pas mieux avoir un Fight of the Year confirmé? L'institution, c'est Ring Magazine. Ne vaut-il mieux pas avoir ça plutôt qu'une ceinture, qui maintenant sont anecdotiques? Oula putain, j'arrive plus à parler moi. Qu'en pensez-vous? Donc, pour moi, c'est une génération paradoxe. Pour moi, c'est une génération... Pirate Bilal, tu t'y connais toi, parce que Berthaud a boxé un Français, Xavier Noël. Ça serait bien qu'on parle à Xavier Noël. Pirate Bilal, merci d'être avec nous. Vous êtes toujours nombreux, on est en pleine nuit en France. Et partagez ce live, mes pirates, partagez, qu'on soit un peu plus nombreux, ok? Et bien sûr, vous écouterez pour toute la semaine. Voilà, on se retrouvera, mes pirates, mardi prochain, dans la nuit de mardi à mercredi prochain pour la prochaine libre antenne. Mais en attendant, on a encore des choses à dire et on va parler de cette génération paradoxe. Génération où il y a eu des fights, où il y a eu des fights qui resteront. Et pourtant, j'ai cette sensation que, au regard de la grande histoire, donc quand tu as un regard, je dirais presque hegelien, un regard où tu prends l'histoire dans son ensemble, la grande histoire, ils sont, c'est une génération anecdotique. Et finalement, en quoi la boxe est si cruelle? Elle est cruelle avec les journeymen, dont on parlait, mais elle est cruelle aussi pour ouvrir les portes de son panthéon. Vous captez ce que je dis? Mais là, je vous ai sorti un truc poétique, là. Faut la noter, hein, celle-là, parce que je vais l'oublier, mais je pense qu'il faut la noter, mes pirates. Il y en a qui prennent des notes dans le chat. Faut prendre des notes, hein, des punchlines et du captain, hein, parce que on en perd beaucoup, là. Donc, André Berthaud va nous permettre de faire ce portrait de sa carrière et de sa génération. Allez, on est parti. Donc, vous avez vu mon beau sourire. Le André, il a un sourire communicatif. Honnêtement, il a un sourire communicatif très appréciable. Ce que je peux en dire, je l'ai rencontré 2 fois. Je l'ai rencontré et j'ai rencontré et parlé pas longtemps, mais je te dirais qu'au total, je lui ai parlé entre 10 et 15 minutes. 15 grand max. Mais bon, en 2 fois séparés, voilà. Et donc, je l'ai rencontré pour le week-end Ward Barrera, je vous bassine avec ça, hein, ça remonte déjà il y a 4 ans. Hein. Notre page a une histoire. La page des chroniques du Capitaine Crochet a vraiment une histoire. Ça fait partie des histoires de la page. Le jour de la pesée, ça c'était au moment de la pesée, avec tous les médias. Et je l'ai croisé aussi après l'après-combat
On a discuté dans les couloirs avec... il était pas loin de Cathy Duva. Dans les couloirs, pendant que André Ward faisait sa conférence de presse, lui il était dans le couloir, on avait discuté aussi avec lui. Voilà, dans les couloirs de l'Oracle Arena. Je crois qu'il y a l'Oracle Arena qui n'existe plus. Maintenant, ils ont un nouveau stade à Auckland, San Francisco. Je sais plus. Donc voilà. Ce que je peux en dire sur plan humain, bah écoutez, il fait partie en tout cas, il a une bonhomie, il a une sympathie naturelle qui est indéniable. Ça serait véritablement être de mauvaise foi que de dire le contraire. Il a un côté, c'est vrai, un côté très poseur. Il est très poseur. Il est vraiment toujours dans non pas le contrôle, mais voilà, il est toujours dans, tu vois, il est toujours dans la pose, tu vois, ouais, tu vois, quand il parle et tout, il est très très poseur. Mais, alors ce qui pourrait être finalement assez agaçant, quand t'as des poseurs autour de toi, c'est un peu chiant quand même, hein, on est bien d'accord. Mais, vraiment, lui arrive à contrebalancer ce côté poseur avec une sympathie naturelle qu'il dégage, qui fait que tu lui accordes. Alors que tu n'accorderais pas d'autres, ça t'agacerait chez d'autres. Chez lui, ça passe. Ça passe très bien. Il le fait de façon d'autant plus naturelle, ça fait partie de lui, hein, ça fait partie de ses manières, tout ça, que ça, en fait, non, ça passe bien et il est vraiment cool. Et aussi, alors il nous parle, comment dire, tu pourrais pas avoir une discussion en français avec lui, mais il comprend le français. Ses origines haïtiennes fait que le français, il a l'oreille et il comprend les discussions en français. Je sais pas jusqu'à quel point tu peux avoir tu peux lui parler longtemps en français, mais jusqu'à un certain point, c'est pour sûr, je te le confirme, pour sûr, il comprend vraiment vraiment bien le français. Voilà, bien sûr, il s'exprime bien sûr en anglais, mais c'est là que tu vois que ses origines haïtiennes, c'est pas du chiquet, c'est pas du blabla, et on va en reparler de ses origines. Et donc, Berthaud, Berthaud, c'est quand même le jeune lion, le jeune pouce d'une période. D'une période, c'était tu vois, un des prospects de ces années-là, de ces années 2006, 2007, 2008. C'était un des prospects. On parlait comme aujourd'hui, on parlerait. Alors, comparaison n'est pas raison, parce qu'ils sont bien sûr différents, même techniquement, mais comme aujourd'hui, on parlerait, ouais, peut-être Gervonta Davis, ou comment on parlerait de Teofimo Lopez, tu vois? Oui, Peratender, je vais parler français. Ouais, hein, voilà, comparable à ça, tu vois, avec une sorte de hype comparable à ce que vous connaissez maintenant avec Teofimo Lopez. Voilà, boxeur, alors grand ami de Jean Pascal. Jean Pascal qui n'est toujours pas été interviewé par le Capitaine. Ce n'est pas possible. Jean Pascal qui se cache, il n'a toujours pas connaissance de la piraterie de la boxe. Faites un coup de pression, mes pirates, hein. Il est en confinement comme tout le monde, hein. Il a que ça à foutre à parler à la piraterie. Donc, grand ami de Jean Pascal, vraiment c'est des amis. Pourquoi? Parce qu'ils vont vivre quand même une expérience importante, une expérience unique qui soude, bien sûr. Ils vont être olympiens au même moment. Pour. Alors Jean-Pascal, est-ce que ça a été pour. Parce que je sais que c'était pour les couleurs d'Haïti ou c'est pour les couleurs du Canada? Parce que Jean-Pascal, pour aller aux Jeux Olympiques, il avait fait un procès à Box Canada. Donc je pense aux couleurs du Canada. Mais bon, ils se connaissaient. Voilà. Et André, lui, ça va être pour les couleurs d'Haïti. Voilà. Deux Haïtiens d'origine, c'est très important pour eux. Voilà, donc Olympien en 2004. Voilà, ça te laisse quand même un pédigré. Alors, Berthaud qui, techniquement, n'a jamais été... je veux dire, c'est pas Lomachenko, hein. On est bien d'accord. Berthaud, c'est pas Lomachenko. Hein. Mais
C'était une boxe extrêmement plaisante à suivre, parce que c'est une boxe physique. La physicality de Berthaud était extrêmement... Il imposait sur le ring son physique, il imposait aussi son explosivité et sa puissance. Extrêmement puissant, extrêmement explosif. Et extrêmement... le mec, c'est un puncher. Hein. Pour la catégorie des Walter, je te parle de la grande époque, hein, c'était important. Voilà. Et Berthaud, en étant haïtien, va devenir un boxeur très apprécié, notamment à Montréal. Alors, vous vérifierez pour moi, mais je crois que André Berthaud n'a jamais boxé à Montréal. Et pourtant, il était très apprécié. Pourquoi? Parce que Montréal, c'est l'histoire de la ville. Montréal, une communauté extrêmement importante de Montréal, c'est la communauté haïtienne. La communauté haïtienne est une communauté extrêmement importante. Voilà. À Toronto, ça sera la communauté jamaïcaine. À Montréal, ça sera la communauté haïtienne. Extrêmement important, ça a tout son sens. Et combien de boxeurs de Montréal sont des boxeurs aux origines haïtiennes? Que ce soit Steven, comme vous le dites, Aiden Stevenson, Jean Pascal, il y avait Joachim Alcine, souvenez-vous, qui prend une ceinture en 2008, hein, et qui la perd aussi en 2008. Donc il la prend en 2007, il la perd en 2008. Bref, j'y étais quand le jour où il a perdu. Bref, il y avait Joachim Alcine aussi. Enfin, il y a toute une diaspora. Et donc, dans cette diaspora, sortent toujours des sportifs. Comme Bruni Surin. Vous connaissez cet athlète, ce sprinter, qui a été soit en médaille de bronze aux Jeux de Séoul, aux Jeux de Barcelone. Bruni Surin. Voilà, haïtien d'origine. Beaucoup d'athlètes canadiens sont des athlètes aux origines haïtiennes, surtout les francophones. Voilà. Donc, il est très apprécié. C'est pour ça que, notamment, sa carrière, on l'a bien suivi là-bas, parce que il avait la hype pour lui avec la communauté. Mais il était apprécié aussi aux États-Unis, puis il était apprécié aussi sur HBO. Voilà, parce que ça va devenir le prospect estampillé HBO. Vous êtes bien d'accord avec moi? Et donc il y a des combats, qu'il domine, le prospect qui avance, bien sûr, il arrive à obtenir une ceinture assez rapidement aussi, mes pirates, et puis vient, et je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, hein, la réponse à Box Attitude, hein, je relève le défi de Box Attitude, et je vous ai parlé de ce combat, que moi j'aimais énormément, parce que pour moi c'est deux boxeurs que j'adore. Deux boxeurs que j'adore. Collazo, je l'adore, ce boxeur. Véritablement, je l'adore. Maintenant qu'il c'est un vétéran, mais bref, repenchez-vous sur ce mec. Hein, il s'est fait voler contre Ekiaton. Et donc, Collazo, fallait se le taper en 2009. Et c'est un combat extraordinaire. Combat de chien, combat acharné. Berthaud, alors ça dépend comment tu prends les choses. Il avait à la fois du mal avec les gauchers, et à la fois il performait avec les gauchers, parce que on en a eu des émotions avec ses adversaires gauchers. Je vais en parler plus tard. Mais tu sais de quoi je parle, mon pirate. Tu sais de quoi je parle en 2011. Allez, sors-moi le blaze. Sors-moi le combat. Donc, Berto Collazo, à voir. Moi, ce combat, franchement, il est putain de compliqué à scorer. Étant gaucher, aimant aussi Collazo, je me disais que il s'est fait avoir. Parfois, quand je revois une énième fois ce combat, je me dis bon, ok, Berthaud, il a répondu présent, mais peut-être que c'est peut-être la première fois où on voit que Berthaud il a quand même le système avec lui. Parce que s'il n'avait pas le système avec lui, je crois qu'il aurait peut-être pas eu le scorecard à son avantage. Voilà. Collazo, Pirate Bilal, merci. On voit que ton IQ box, Pirate Bilal, est plus que respectable. Collazo, super chaud, super relou à boxer. Bien sûr, bien sûr. T'as tout dit. Donc, combat extraordinaire. Alors déjà là, on est en janvier 2009 et déjà on se dit, oh putain, on a le combat de l'année. Voilà, avec André Berthaud. Et en fait, ça, même si la décision est discutable,
ce combat-là, il va d'autant plus aider Berthaud pour son nom. Son nom ultra important. Merci Pirate Bilal, t'as sorti le blason dont je voulais. Voilà, il est chaud Pirate Bilal, il est chaud sur le chat. Ça va l'aider parce que on se dit, avec Berthaud, on a de l'émotion. On a du fight. On a du dogfight. Voilà, assuré. Pour HBO, c'est important. Hein, d'avoir des boxeurs qui t'assurent le spectacle, si on peut dire, hein, c'est très important. La boxe est aussi un boxing business, un entertainment business. Donc voilà, en fait, ça va d'autant plus décupler les faveurs de HBO pour lui. Donc il accumule des fights contre des mecs, mais plus qu'intéressant, quoi. C'était une génération assez équilibrée. Alors, on parle de Colazzo, mais on pourrait parler aussi d'un combat qui arrive un petit peu plus tard, contre Juan Urango, qui les a tous affrontés aussi. Boxeur physique aussi. Gaucher, lui aussi, tu vois. Gaucher de son état. Il fallait se le taper aussi, Urango, en 2008-2009. Il y avait Ricky Hatton qui avait eu bien du mal, encore une fois, qui avait eu bien du mal, genre en 2007, si je me trompe pas. 2006, 2007, 2006. Vous me redirez ça. Bon, Urango. Voilà. Et toujours tête d'affiche, main event, Las Vegas, là on est Hard Rock, qui n'existe plus. Le Hard Rock Hotel n'existe plus, c'est devenu le Virgin Hotel, voilà. J'adorais le Hard Rock, j'adorais le délire. J'avais l'impression d'être Tommy Lee quand je rentrais dans une chambre du Hard Rock, j'avais l'impression d'être Tommy Lee avec Pamela Anderson, tu vois. Voilà, un bon délire. Et voilà. Et il est sur une lancée. Il est sur une lancée de Star System. Il faut bien comprendre ça. Dans une génération, encore une fois, équilibrée. Et puis, normalement, vient, et ça fait partie des fights, genre de fights qui sont jamais arrivés. Dans cette fameuse liste, on a plein de listes en boxe. On a la liste de nos plus grands combats, la liste de nos plus grandes déceptions, la liste de nos prospects, la liste des meilleurs poids lourds de l'histoire, la liste des meilleurs moyens. On fait toujours des listes. Mais t'as une liste qui est ultra intéressante aussi, vous êtes bien d'accord avec moi, c'est la liste des combats qui se sont jamais faits. Hein, et au top de la liste, on met toujours les Ruiz contre Beau. Vous êtes d'accord? Mais si après, si tu dois alimenter cette liste, eh ben, il y a un combat qui normalement qui aurait dû être le combat référence. Parce que là, on lui a donné vraiment un nom. On lui a donné un taulier. Et voilà. Et c'est un name qu'on lui donnait. Et donc, Berthaud, s'il l'avait gagné, pas une mince affaire, hein, c'était pas si sûr que ça. Je pense que ça aurait certainement changé encore plus la dimension de Berthaud. Et le fait que ça soit jamais arrivé, je crois que aussi, ça a fait qu'il n'a pas eu cette dimension extraordinaire. Je m'explique, on va faire un fast forward, on va aller dans le futur. Je me répète, s'il avait eu ce combat, et je vais vous l'annoncer, je pense que c'est Berthaud qui aurait été à la place de Ortiz en 2011 contre Mayweather. Je suis persuadé de ça. Voilà, vous me direz si vous le pensez ou pas. Ce combat, ce combat, où est-ce que je l'ai mis? Je vais vous le mettre tout de suite. Oh, me dis pas que je l'ai oublié. Me dis pas que je l'ai oublié. Et merde, je l'ai oublié dans mes belles photos que je vous avais préparées. J'ai oublié de le mettre dans mon système. Désolé. Alors ce combat, je vous le dis. Désolé, j'avais la photo. C'est contre Shane Mosley. Le combat doit arriver en 2010. Contre Shane Mosley. Et Berthaud Mosley, en 2010, était annoncé comme le grand combat de début d'année. Du début d'année ou fin 2009? Merde, je sais plus maintenant. Non, c'est 2010. C'était annoncé pour 2010, oui. Dans cette fameuse période, oui. Quelque chose comme mai 2010. Si je me trompe pas. Et c'est pour ça qu'après... Bon, bref. Vous vérifierez. Donc, contre Shane Mosley. Et c'était un match-up qui était fait pour Berthaud. Voilà. C'était un match-up où on prônait le vétéran.
Voilà, Berthaud, on lui donnait un vrai défi. Là, attention, ça rigolait plus, mais vraiment, vraiment plus. Et voilà, mais un défi accessible. Et Berthaud, le Berthaud de l'époque, on le voyait, comment dire, on le mettait favori, hein, les bookmakers le mettaient favori. Donc, méga fight en perspective. Et là, il se passe, en fait, la deuxième chose qui va faire que ça ne va pas se faire, il va se passer ça. On l'a oublié, mais il se passe le tremblement de terre en Haïti. Tremblement de terre terrible, hein, terrible, qui détruit le pays. C'était déjà un pays pauvre, terrible, qui vivait, qui était déjà en survie à cause d'innombrables problèmes. Ce beau pays qui est Haïti, et ce earthquake là, ce tremblement de terre va tout dévaster, mais va tout dévaster, hein, ça va dévaster le pays. Vous en souvenez certainement maintenant, ça vous remémore quelque chose. Vous vous souvenez du Parlement, du palais plutôt, du palais présidentiel, complètement coupé en deux par le tremblement de terre. Et donc là, il y a toute la fibre haïtienne, qui est pas n'importe quoi, c'est pas du chiquet. Chez les mecs comme Jean Pascal ou comme André Berthaud, la fibre haïtienne, c'est plus fort que tout, hein. On peut le comprendre, hein, quand on a la double nationalité, moi je sais ce que c'est, vous le savez aussi, hein. Si vous avez la double nationalité, votre pays d'origine, ça reste votre pays d'origine. Un attachement viscéral. Tu vois, moi ce qui se passe en France, là, ça me fait mal. Je ne suis pas en France, mais je souffre. Je souffre, voilà. Et heureusement qu'il reste en France, mais comme ça. Donc, André Berthaud va faire le choix de mettre la boxe de côté, de dire qu'il ne. De totalement mettre en pause sa carrière, et il va retourner en Haïti pour essayer d'aider. Et, et il va y rester un moment d'ailleurs, et donc sa carrière va complètement être en pause. Voilà. C'était en février alors, le tremblement de terre, je sais plus. Enfin bref. Et il va reprendre sa carrière, notamment ce combat-là contre Quintana où il va complètement dominer. Il a bien sûr son short aux couleurs de Haïti. Il va complètement dominer encore son physique, son explosivité, son punch, qui fait la différence, malgré, peut-être des lacunes défensives, hein. Grosses lacunes défensives. Donc Berthaud revient avec ce combat, et continue sa carrière, et on arrive en 2011. Et là va arriver, en fait, ce qui restera. Certainement la seule chose qui restera d'André Berthaud dans sa carrière, et la plupart des boxeurs n'ont pas ce privilège, mais il va sortir avec Victor Ortiz. Ils vont sortir le fight. Ils vont sortir le genre de fight qui fait lever de sa chaise Emmanuel Stewart aux commentaires sur HBO. Berthaud Ortiz, c'est une dinguerie. 2011, c'est une dinguerie. À toi, à moi, je tombe, je me relève, je le fais tomber. Grosse dinguerie, où Berthaud va perdre. Mais alors un combat, y a-t-il vraiment un perdant quand tu sors ce genre de combat? Je ne crois pas. Vous êtes bien d'accord avec moi? Je ne crois pas. Et combat hallucinant qui va faire sa carrière, et qui va faire le reste de sa carrière, parce qu'il va capitaliser là-dessus. Dans le futur, on ne le sait pas encore, mais dans le futur où sa carrière sera complètement différente, il va capitaliser là-dessus. Donc, combat de dingue. Dinguissime, je vous le conseille si vous voulez vraiment être électrisé. Alors, est-ce le plus grand combat technique? Non. Y a-t-il du déchet? Y a-t-il des erreurs? Oui. Mais c'est ce qui fait qu'il y a des ouvertures. C'est ce qui fait que le combat devient dingue. Et voilà. Mais ils y vont à l'envie, les deux. À l'envie. Et
Ortiz n'est psychologiquement pas encore cassé, comme il le sera dans le futur, parce qu'Ortiz deviendra, il ne l'est pas encore, et deviendra un quitter, on en parlera plus tard. Mais voilà, mes pirates, conseil hallucinant. Et va arriver la chose qui va freiner, qui va porter ombrage, c'est bien normal, à la carrière d'André Berthaud. Il se passe ça. Le combat de l'année a été extraordinaire. La revanche est négociée et arrive normalement le 23 juin, date d'anniversaire du Capitaine, si c'était pas un signe. J'étais chaud, tout était préparé pour le 23 juin 2012, parce que je voulais absolument pas le rater, ce combat. Mais voilà, ce combat, voilà, dont j'ai l'affiche, c'est un collector, il est jamais arrivé, ce combat. En tout cas, il est jamais arrivé à cette date. Voilà. C'était prévu au MGM Grant, il est là. Regardez, vous voyez, il est là. C'était prévu au MGM de Las Vegas. Donc pour vous dire que ils avaient fait ça dans le Connecticut, le premier combat. Renommé de dingue, combat de dingue. Tous les fans, j'en suis la preuve, et, attendaient comme des fous. Ça fait le MGM, pour vous dire. Et ce combat-là, ça va être un combat avorté. Pourquoi? Parce que Berthaud tombe pour dopage. Berthaud tombe pour dopage. Alors là, c'est un coup de massue, une douche froide, parce que on est en 2012, et en 2012, de façon très naïve, hein, faut-il l'avouer, on ne pense pas au dopage. On était très naïf. Hein. Moi, je te le dis, on n'y pense même pas. Ça n'en est même pas. Mais bon, le dopage généralisé dans d'autres sports, il serait pas généralisé en boxe. On n'est pas des dindons, mais on était quand même extrêmement naïf. Et donc c'est un coup de massue parce que c'est pas le genre d'information qu'on avait l'habitude de voir. Hein, à chaque fois, c'était encore assez rare. C'est devenu beaucoup plus quotidien et ça s'est beaucoup plus développé ces dernières années. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, il y en a qui ont contribué à l'émergence du dopage dans la boxe. Hein. Merci Povetkin, merci Char, merci qui encore, merci Lotte Miller, enfin bref. Mais chargé, je crois que c'est aux stéroïdes, vous vérifierez. Puis tu te dis, quand tu regardes un peu, et là on se dit la vérité, hein, on va pas, voilà, faut voir tous les aspects d'une carrière. Quand tu regardes, en sachant ça, quand tu regardes des combats où le mec est si physique, si puissant, si rentre dedans, tu te dis, ceci expliquerait peut-être cela. Tu vois, et c'est une grosse déception. Moi, franchement, ça a été une grosse déception. Donc, le Berthaud, forcément, mis de côté, suspendu. Ortiz, bon, on jouera sa victime. Ah là là, il était dopé. Mais je crois que Ortiz, quelques années plus tard, se fera aussi choper. Hein. À vérifier, mais voilà. Et bravo Vlamozov, qui dit surtout quand on voit sa carrière après. Voilà. Alors ce combat n'arrive pas à cette date. L'avenir est un petit peu différent. Donc Berthaud va se remettre en selle et va, quelque part, il va payer son dû, et il va faire pénitence. La boxe va imposer à Berthaud beaucoup de souffrance, qui fait que Berthaud va, selon moi, à mes yeux, va retrouver une légitimité. Je vais comment dire, et d'autres, les fans vont avoir ce sentiment de, allez, on le remet dans le bain, on le remet avec nous. Il
il va payer son dû. Et il va payer son dû, je m'explique avec des combats comme ça. Voilà. Quand Soto Karass et contre Guerrero. Donc, Bertho doit se réinventer. Et on parlait de changement d'entraîneur en début d'émission, il y a 2 heures de temps de ça, c'est dingue, mais tout a du sens, tout fait sens, si tu veux. Full circle, et Bertho, pour se réinventer, pour renaître, il a besoin de renaître, tu vois. De façon, pour revenir dans une fontaine de jouvence, change d'entraîneur. Et il commence son association avec Virgil Hunter. Et cette association avec Virgil Hunter va se faire sur 2 défaites. Contre Guerrero et contre Karass, qui ont un peu la même destinée, un peu le même scénario. C'est que Bertho va se blesser gravement pendant le combat, qui fait que le combat devient perdu. Totalement perdu. D'ailleurs, il offrira finalement à Soto Karass sa meilleure victoire. Il se démet l'épaule contre Soto Karass, si je me souviens bien. Mais c'est flagrant. C'est cruel, c'est flagrant, c'est violent. Il n'a plus qu'un bras. Et là, ce qui se passe, et que je trouve ça très fort de la part de Virgil Hunter. Très fort. On peut le critiquer souvent, Virgil Hunter, mais là, il fait quelque chose de très fort. Virgil Hunter lui dit, parce que bon, à quoi bon ? On est à la moitié du combat, c'est déjà niqué, il est gravement blessé, à quoi bon continuer ? Et Virgil Hunter lui dit, écoute, même avec un bras, tu peux encore faire quelque chose, et surtout, tu dois finir ce combat. La victoire, c'est plus très important là. Mais si tu quittes maintenant, if you quit, et le mec est en souffrance. Si tu quittes maintenant, c'est fini. Tu quitteras ton prochain combat, tu quitteras toujours. Pour tous tes combats, tu quitteras toujours. Montre-moi quelque chose. La victoire, on l'aura pas. Mais montre-moi quelque chose. Et en fait, contre Soto Karass, encore plus que contre Guerrero, je trouve, contre Soto Karass, il va vivre finalement son chemin de croix. Mais son chemin de croix rédempteur. Son chemin de croix qui le réhabilite. Véritablement, c'est la défaite rédemptrice. Tu vois, la boxe lui met dans la gueule une défaite pour ce qu'il a fait avant, tu vois, si moral il y a, mais c'est complètement rédempteur. C'est un chemin de croix rédempteur. Et d'ailleurs, ça devient beau à voir. Il va au bout de lui-même pour ne pas abandonner. Gros portage de couilles. Hein, gros portage de couilles, comme ce monsieur qui les porte aussi en ce moment. Donc voilà. Et là, on a une rédemption, et finalement, Bertho va sauver sa carrière. Et va entamer une carrière finalement de vétéran. Une carrière qui sur le one-shot. Bertho ne va plus chercher à être actif autant qu'avant. Plus. Il est déjà dans... il n'est pas dans une pré-retraite, mais il est dans autre chose. Il revient, il fait un combat de retour contre José Cito Lopez. Ce même José Cito Lopez qui donnera bien du mal à Keith Thurman l'année dernière. José Cito Lopez qui a affronté Canelo aussi. On va reparler de José Cito Lopez tout de suite plus tard quand je vais élargir sur la génération dans laquelle était Bertho. Mais Bertho va revenir. Grosse victoire contre José Cito Lopez. Grosse victoire. Il se remet en selle. Et puis arrive un moment quand même très nouveau dans la boxe. Ce moment, on est après l'après Mayweather-Pacquiao. Mayweather doit encore un combat à Showtime dans son contrat qu'il a signé avec CBS. Il a signé un contrat de 6 combats. Le 6e est à faire, alors que Pacquiao, il vient de gagner contre Pacquiao. Et donc, pour septembre 2015, il lui manque un adversaire. Et là, quelque chose qu'on n'a jamais vu, mais arrive une sorte de danse du ventre
tu sais, de tous les adversaires potentiels pour Mayweather, pour avoir le money fight, pour avoir le dernier combat d'être l'adversaire pour le dernier combat de Mayweather. Tout le monde est prêt à boxer à quelques semaines d'intervalle. Tu vois, Kieferman boxe en juillet, mais il dit non, mais je serai prêt pour septembre, hein, si pour Mayweather. Hein. Danny Garcia, je crois qu'il boxe en août, mais il dit ouais, mais dans 2 semaines, je suis prêt pour Mayweather. Ils le veulent tous. Et finalement, certainement cadeau de Alemon à André Berthaud, le plus beau cadeau qu'il pouvait lui faire, c'est que Mayweather-Berthaud va être le gros money fight qu'on n'attendait plus pour Berthaud. C'est lui qui va être pris. Alors il va être pris parce que il n'y a pas photo. Ils sont d'une classe différente. D'ailleurs, Mayweather ne s'en cachera même pas dans la promotion du combat. Il dit c'est peut-être un C+ fighter. Il le dit clairement. Il n'a pas tort. À ce moment-là, il n'a pas tort. Tu vois, enfin, une grosse différence. Mais Berthaud va avoir son combat. Alors, combat, comment dire, combat où Berthaud peut se mordre toutes les parties extérieures de son corps, il peut se le mordre violemment parce qu'il arrive pré-physiquement, mais bon, pugilistiquement parlant, il peut rien faire. Il ne peut rien faire et il se fait jongler par Mayweather. Il se fait jongler par Mayweather, il y a rien à dire. Dans un combat qui, malgré tout, malgré le fait qu'il se fasse jongler par Mayweather, va quand même un petit peu plus que ce qu'on avait vécu contre Pacquiao. Hein. Voilà, c'est l'anti-climax Pacquiao. Voilà, c'était pas vraiment pas se taper le cul par terre Mayweather-Berthaud. Quoique la soirée, toute la sous-carte, moi j'ai kiffé. Mais voilà. Pirate de l'Amazon dit c'est une masterclass de Mayweather, un combat moins frustrant que celui contre Pac-Man quelques mois plus tôt. Voilà, on est bien sur la même longueur d'onde, mes pirates, on se comprend. Voilà, et donc on peut dire que là, André Berthaud, c'est un peu c'est la fin quoi. C'est comment dire la meilleure exposition qu'il peut avoir de sa vie. C'est en pay-per-view, c'est retransmis dans le monde, c'est certainement son meilleur chèque aussi. Voilà, il se fait complètement dominer. Voilà, il arrive à, tu vois, il tape violemment un plafond. Voilà, parce qu'aux yeux du monde, il apparaît le niveau qu'avait dit Mayweather de Berthaud, il apparaît aux yeux de tous. Hein. C'est devenu un C+ fighter. Un C+ fighter. Mais, malgré tout, il aura quand même un autre combat que je pense dont il faut parler. C'est ce combat-là. Et il y aura finalement la revanche Ortiz-Berthaud. Mais les deux ne sont plus le même. Surtout Ortiz. Surtout Ortiz n'est plus le même. Ortiz est passé sous les mains. Tiens, on va mettre l'affiche tout de suite. Ortiz est passé sous les mains de Maidana. Terrible. Terrible ce qu'il vit contre Maidana. Et Ortiz, là, il y a un arrêt dans sa carrière. Il se transforme. Psychologiquement, il craque complètement. Il quit. He quit. Il cherche la porte de sortie. Et ça va devenir quelque chose de récurrent. José Cito Lopez aura sa meilleure victoire en carrière contre Victor Ortiz, qui là encore, dans le dur, dans le mal, je serais à sa place, certainement que j'aurais abandonné peut-être avant même, mais José Cito Lopez va aussi le faire abandonner. Et d'ailleurs, ce qui donnera l'occasion à José Cito Lopez de gagner l'obtention du combat contre Canelo. Voilà. Et donc, on n'est plus du tout dans la même, plus du tout dans la même perspective qu'en 2011. Ortiz et Berthaud, c'est complètement autre chose. Alors ils arrivent tous les deux physiquement prêts, mais celui qui en veut le plus, alors qu'il est dans le dur et qui se fait knocker en début de combat, c'est Berthaud. Il se fait knocker à froid. Il se fait prendre à froid, boum, knockdown. Donc Ortiz est dedans. Il a fallu que 4 rounds à Berthaud pour se réajuster et faire mal et knocker Ortiz, qui, c'est mon avis, regardez les images,
choisi encore la porte de sortie. Je pense qu'Ortiz était venu prendre son chèque. Et là, vous voyez comment les mecs cash out, c'est-à-dire sur la renommée d'un combat qui a fait leur carrière. Ce combat-là, en fait c'était on a été des pigeons sur ce combat, je m'en souviens très bien. On était en avril, si je ne me dis pas de conneries, on était en avril 2016. On a été des pigeons. Les mecs ont capitalisé sur un combat 5 ans plus tôt. Et les mecs n'étaient plus du tout les mêmes. Voilà. Donc très belle affiche par contre au demeurant. Voilà. Et donc Berthaud, moi je trouve qu'il est à l'image d'une toute une génération où les mecs étaient soit talentueux, soit téméraires. Je pense à Maïdana. Enfin, c'est une génération au potentiel dingue. C'est une génération au potentiel vraiment incroyable. Et c'est une génération qui ne va pas rester. C'est dingue. Et pourtant, il y a des combats dinguissimes. Dinguissimes, voilà. Je vous en ai parlé déjà la dernière fois.